Chapitre 2, stabilité mentale et clarté de décision. Dans ce métier, tout peut aller très vite. Une bonne affaire peut devenir un mauvais plan, une intuition peut devenir un piège, une pression extérieure peut faire vriller un jugement, pas dans votre compétence technique, mais dans votre solidité intérieure. Aujourd'hui, du coup, on va parler de stabilité mentale. Ça peut faire un peu peur, mais vous verrez, c'est globalement très simple. C'est votre ancrage, c'est votre capacité à garder la tête froide quand tout s'accélère. Parce que dans le métier de marchand, ce n'est pas le plus compétent qui gagne, c'est souvent le plus lucide. Et pour être lucide, il ne faut pas être parfait. Il faut être conscient. Conscient de ses émotions, conscient de ses impulsions et conscient de la manière dont la pression peut altérer ou non votre vision. Ce chapitre est un peu essentiel, je trouve, parce qu'il parle d'un sujet tabou, le stress, la panique, l'instabilité intérieure. Des sujets qu'on évite souvent dans le cercle professionnel parce que l'on veut garder une image forte. On ne veut pas se montrer faible parce qu'on ne veut pas montrer qu'on perd pied et qu'on n'a plus les rênes. Or, dans l'immobilier, comme dans n'importe quel domaine de la vie, c'est souvent en osant montrer notre vulnérabilité qu'on développe notre vraie force et notre vraie puissance. Donc la stabilité mentale, c'est pas une option, c'est un socle. Sans elle, on peut avoir toutes les compétences du monde, avoir fait toutes les formations qu'il fallait, notamment sur le milieu et le métier du marchand de biens, et prendre des décisions qui nous coûtent très cher financièrement et surtout humainement. Quand tout va bien, on a l'impression de tout contrôler. On enchaîne les visites, les dossiers, les négociations, et on sent que les choses avancent. Et c'est ça qu'on aime finalement. Et puis un jour, tout bascule. On ne sait pas pourquoi. Une date butoir approche, un artisan se désiste, si on fait des travaux, un refus de prêt tombe, un vendeur commence à nous mettre la pression, un agent vous dit que vous allez rater une affaire si vous n'agissez pas dans l'heure. Et là, le calme disparaît. Vous sentez que quelque chose vous échappe et que vous êtes tenté de réagir vite, très vite, trop vite. Et c'est souvent dans ces moments-là que le corps prend le dessus. La machine est plutôt bien faite. Vous ressentez une tension dans la poitrine, une accélération du rythme cardiaque, vous commencez à respirer par le haut du corps, vous avez une respiration qui peut être un peu bloquée, donc on respire que par là, le ventre n'existe plus, on peut avoir des problèmes de digestion, une agitation mentale, bon bref, après vous voyez que tout part en sucette. Et dans ce brouhaha intérieur, finalement, vous vous dites qu'il faut décider maintenant. Enfin, le vous, c'est celui-là, Vous vous dites qu'il faut décider maintenant. Mais une décision prise dans la panique, on le sait, c'est rarement une bonne décision. La précipitation, c'est souvent l'ennemi du discernement. Et c'est là que la stabilité mentale devient votre meilleur allié. C'est ce qui vous permet de garder la vision malgré la tempête, de rester centré même quand l'extérieur est agité, de différer même quand tout pousse à accélérer. C'est ce qui vous permet de ne pas confondre urgence réelle et urgence émotionnelle. Sous pression, notre cerveau ne fonctionne plus normalement. Il active ce qu'on appelle le mode survie. Il fait appel à votre cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau de la naissance de l'être humain, et ce cerveau-là n'est pas fait pour réfléchir, mais pour agir. Dans ce mode, donc ce mode de survie, votre cerveau va chercher la solution la plus rapide, mais pas la plus sage. Et cela va déclencher un mécanisme qu'on appelle biais cognitif. Ce sont des raccourcis mentaux utiles pour survivre, mais dangereux pour investir. Alors, je vous ai rassemblé quelques biais cognitifs les plus présents chez les marchands de biens. Le biais d'urgence, il faut que je signe tout de suite, sinon je vais passer à côté. Le biais d'autorité, l'agent me dit que c'est une affaire en or, donc je dois le croire. Le biais de confirmation, je ne regarde que les informations qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de croire. Le biais de sauvetage, je continue un projet bancal parce que j'ai déjà trop investi émotionnellement dedans. Et enfin, le biais de comparaison. Je vois les autres avancer, du coup, moi aussi je dois avancer, même si je ne suis pas vraiment prête ou prêt. Ce sont ces biais qui en réalité fragilisent les meilleurs projets, parce qu'ils faussent l'analyse. Ils créent une illusion de certitude. Ils nous font donc agir pour soulager une émotion, pas pour avancer de façon stratégique. Donc le premier pas pour retrouver de la clarté, c'est les nommer, c'est les reconnaître, c'est les mettre en lumière. Et apprendre surtout à ne pas y répondre immédiatement. La première réaction que vous devez avoir face à tout ça, c'est de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Donc la clarté mentale, ce n'est pas une carapace. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à rester présent, même quand tout vous crie « bouge-toi ». C'est pouvoir dire « je ne sais pas encore », même quand tout le monde attend une réponse.
C'est prendre une décision, non pas pour faire plaisir ou pour éviter un conflit, mais parce qu'elle est alignée avec vos critères. Et enfin, c'est oser faire un pas de côté, même si cela paraît étrange, voire risqué, dans un monde qui vous pousse toujours à aller plus vite. Donc la stabilité mentale se construit dans des petits gestes simples, respirer avant de répondre, s'autoriser à ne pas savoir et du coup à poser des questions, demander un temps de réflexion. Pour le côté purement physique, prendre une douche froide pour calmer son mental et dire non sans se justifier. Et puis ça, on le sait tous, entretenir votre cerveau, c'est comme entretenir vos abdos. C'est un petit peu tous les jours. Plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir un réflexe dans votre quotidien. Un ancrage, une base, un socle, du ciment. Et du coup, une ressource puissante dans vos incertitudes. Je vais vous présenter maintenant une méthode simple que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous sentez une pression monter. Elle tient en 4 étapes. En 1, nommez ce que je ressens. Stress, peur, excitation, frustration. Rien que le fait de le nommer va apaiser votre système nerveux. En 2, posez les faits. Qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qui relève de l'interprétation ou du scénario mental? En 3, consultez un regard externe. Parlez à quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion. Un regard neuf, neutre, lucide. Quelqu'un qui peut vous aider sans vous juger, comme on disait tout à l'heure. Et en 4, décidez en différé. Dire « je reviens vers vous demain » ou « je me laisse 24 heures pour réfléchir ». Cette prise de distance est souvent salvatrice. C'est une méthode basique, simple, mais redoutablement efficace. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous allez lire ça, vous allez me dire « oui, je sais, oui, non mais c'est très simple, oui, mais essayez ». Mettez-le en application et vous verrez ce que ça fait chez vous. Cette méthode vous ramène au centre de vous. Elle vous ramène dans l'instant présent. Je suis désolée avec ces termes un petit peu de coach en tout genre. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais finalement c'est vrai. On est là pour travailler sur de la base des mots, sur la base de vos ressentis, sur la base de vos émotions. Et du coup, c'est un exercice de base. Maintenant, c'est comme tout, on ne peut pas dire qu'il ne marche pas tant qu'on l'a pas mis en application. Cette méthode remet simplement l'émotion à sa juste place. C'est un signal, mais pas un commandement. Ce chapitre n'est pas là pour vous culpabiliser, loin de là. Il est là pour vous outiller, une fois de plus. Nous avons tous réagi un jour sous pression, voire plusieurs fois, voire c'est un quotidien. Nous avons tous paniqué, nous avons tous cédé à une urgence qui n'en était pas une et c'est OK. Mais plus on développe cette stabilité mentale, plus on va gagner en précision, en pertinence, en alignement, en temps et donc en rentabilité. Un marchand stable n'est pas celui qui a zéro émotion, c'est celui qui les accueille, qui les reconnaît et qui ne les laisse surtout pas diriger ses choix. Donc vous allez apprendre à me connaître. Moi, j'aime bien les petits jeux, donc prenez le temps dans les prochains jours à venir d'observer un petit peu vos réactions face au stress. Est-ce que vous vous précipitez? Est-ce que vous vous crispez? Est-ce que vous vous coupez de votre ressenti? Ce n'est pas grave, mais c'est précieux de le voir et de le savoir. Car à partir du moment où vous le voyez, vous pouvez faire autrement. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Prenez soin de votre calme intérieur. C'est l'un de vos meilleurs atouts dans ce métier. On se retrouve tout de suite pour la voix du marchand, pour notre petit parallèle cours métier. Et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 3. Pour conclure ce deuxième chapitre, j'ai voulu donner la parole à un marchand de biens qui a vécu de l'intérieur ce que peut provoquer le stress sur nos décisions. Trop souvent, on pense que l'expertise suffit, alors que c'est notre solidité intérieure qui nous sauve. Dans cet échange, je vais poser des questions à Erwan pour comprendre ce qui a changé quand il a appris à réguler ses émotions, à ralentir le rythme et à poser ses décisions avec lucidité. L'objectif n'est pas de pointer les erreurs, mais d'illustrer qu'on peut tous évoluer vers plus de conscience et de maîtrise intérieure. Hello Erwan. Bonjour Emeline. Est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu? Écoute, je suis prêt. C'est un peu stressant, mais je suis prêt. Alors ça tombe bien, on va parler du stress. Est-ce que tu te souviens justement d'un moment où tu as pris une décision trop vite à cause du stress et de la pression? Oui, il y a plusieurs moments où on prend des décisions avec le stress, mais il y en a une qui m'avait plutôt marqué. C'était sur la vente d'un bien immobilier où l'acquéreur me dit le bien était à 340 000 et il me fait une offre à 270, enfin quelque chose d'assez grosse différence, grosse négociation. Il me met la pression, c'est tout de suite où tu l'acceptes ou je m'en vais. Et j'ai pris la décision dans l'émotion tout de suite, j'ai dit bah oui, on y va, on signe avec lui. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là justement? J'avais un côté, bon c'est cool, c'est vendu, on est bien, mais de l'autre c'est, attends, mais dans les chiffres, est-ce que je suis toujours bon? Est-ce que la sortie va être positive? Je lui ai dit oui, donc je peux pas forcément revenir en arrière. Donc ouais, gros coup de stress parce que, qu'est-ce que j'ai fait?
Tu avais conscience de l'instant où tu comprenais pas trop ce qui se passait? Est-ce que tu avais conscience que tu prenais justement une décision un peu rapidement? Ou est-ce que pas du tout et tu t'es dit, il faut que je réponde parce qu'il faut que je donne une réponse? Bah, sur le coup, c'est plutôt non, bah là, faut que je donne une réponse. Il me met la pression sur ça. Ça restait quand même rentable sur le coup, mais moins que ce qui était prévu à l'initial. Donc, non, non, gros coup de stress sur le coup, j'avais pas vraiment pris conscience. C'est après que j'ai commencé à réaliser ce que À je venais de réaliser. dire. Et du coup, quand on est dans l'action, sous tension, c'est souvent difficile de s'arrêter, justement. Qu'est-ce qui t'aurait permis à ce moment-là de prendre du recul et qu'est-ce qui t'a manqué dans ce moment-là? Je dirais que c'est souvent le temps. Enfin, une fois que tu as pris ton information, que tu l'as pris, il faudrait que j'aurais dû prendre peut-être le temps pour lui répondre. Après, c'est le principe du stress, c'est on te met sous pression, donc il faut répondre quelque chose. Je pense que le plus important, c'est de trouver le temps de répondre après coup, mais c'est un peu facile à dire. Quand tu es en phase de stress, tu réponds et basta. Je pense qu'important, c'est plutôt de gérer son stress après coup. Se dire, OK, j'ai pris cette décision-là, je me suis engagé. Maintenant, OK, prends du recul sur l'information que tu leur as donnée. Attends un peu. Maintenant, tu t'es Faut, engagé, tu leur as dit oui. faut pas s'auto-flageller, quoi. Ouais, Faut être exactement. OK avec soi-même. Faut Même être si... OK. J'ai pris coup de stress, je valide ce que j'ai dit, je me pose après en interne, enfin, je prends du recul et après, voilà, je redonne une décision où je avance. Et du coup, dans cette action-là, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce qu'il y a des signaux que tu n'as pas vus, que tu aurais aimé voir? Et est-ce qu'il y a des émotions, comme on en parlait tout à l'heure, que tu aurais pu écouter différemment? Bah, je pense, oui, on peut toujours faire différemment. Après, comme on l'a dit, il faut pas s'autoflageller, il faut accepter qu'on ait pris cette décision. Je pense la prochaine fois, puis c'est l'expérience aussi qui parle, plus tu multiplies les échanges et les expériences en question, et plus ça va être facile de gérer ton stress. Plus tu dis oui trop vite, moins tu dis oui. Bah, c'est, ouais, non, c'est exactement ça. Il faut trouver le juste milieu. Mais après, voilà, il faut accepter. On a géré son stress, on a dit les choses, et après passer rapidement, je pense, à autre chose pour avoir son prochain projet ou sa prochaine réponse à cette question. Alors, tu dis justement que c'est avec l'expérience qu'on fait les choses mieux, en tout cas, même s'il y a de l'émotionnel en jeu, parce qu'on parle du stress. Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aujourd'hui pour garder une espèce de stabilité mentale dans ces moments assez chauds, tu vois, un peu sport, un peu speed? Est-ce que tu as des rituels, des outils, des repères qui font que tu arrives à Bah, redescendre un petit peu la pression? je pense tu prends conscience plus des choses là, tu gères mieux ton stress. Je pense qu'il faut prendre le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre forcément tout de suite. On peut dire un oui ouvert pour dire oui, mais je vais y réfléchir. Je vais prendre un peu le temps parce que c'est quand même une information importante. Le temps et peut-être aussi s'appuyer sur quelqu'un. On peut dire je vais valider aussi avec quelqu'un d'autre car je ne suis pas tout seul sur cette OP ou sur cette réponse. Je n'ai pas les tenants aboutissants. Donc prenons un peu le temps de répondre correctement. Je pense que ça peut être l'une des solutions pour pour pas s'emballer dans son stress sur des OP. On dit souvent, hein, quel que soit le... Là, on parle de marchand de biens, mais quelle que soit la réponse, de ne pas réagir à chaud, parce qu'après, on peut regretter. Et justement, est-ce que tu sais reconnaître tes états internes émotionnels maintenant, c'est-à-dire ces états où tu pourrais te dire que l'émotionnel prend le dessus? Est-ce que tu arrives à le ressentir ou est-ce que tu te laisses encore porter par ces émotions qui sont des fois pas très invitées, tu vois? Je dirais qu'il y en a deux. Il y a celles qui sont en direct. Donc, tu sens que ton émotion, tu sens que tu stresses toi-même, mais il faut que tu répondes. Donc là, tu fais ta réponse. Puis après, tu dois contrôler ce Et que tu après, as tu dit regrettes. après. Tu l'acceptes. Et après, tu regrettes. Parfois, tu regrettes. Parfois, tu dis, de toute façon, maintenant, c'est fait. Et c'est comme ça que je suis. Donc, il faut l'accepter. Après, tu as celles qui sont plutôt indirectes, où tu peux prendre le temps. Celles où c'est par l'écrit. Où là, vraiment, je pense qu'il faut prendre le temps, reculer. Ne pas forcément répondre tout de suite. Ou voir les plusieurs réponses qu'il peut y Mais avoir à du la coup, même toi, tu question. arrives à ressentir ça aujourd'hui. Est-ce que tu as, justement, on parlait d'expérience tout à l'heure, est-ce que tu arrives à sentir ce moment où il faudrait que tu reprennes du temps Ouais, avant de je répondre? pense qu'aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à me dire, OK, prends du recul, Voilà. prends le temps de répondre. Il y a un paramètre aussi que j'ai souvent analysé, c'est on se demande ce que pense l'autre. C'est-à-dire qu'à trop réfléchir, à se dire, ouais, mais attends, est-ce qu'il va accepter l'offre parce que le bidule, le chat? En fait, non, faut pas trop se poser de questions. Les gens ont une autre vision de voir les choses. Et des fois, tu fais tout un film, mais en fait, l'autre, il dit, non, mais non, je vais signer, en fait. Il y a pas de question. Donc, il faut le temps, il faut laisser le temps Ça, faire c'est du et ça va stress, en fonctionner. plus du stress de l'opération Ouais, elle-même. Tu stresses parce que tu sais même pas ce que l'autre va répondre c'est ou ça. pourrait potentiellement répondre. Alors concrètement, quand tu sens que tu es en train de t'emballer, de t'inquiéter, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'arrêtes, t'appelles quelqu'un, t'écris, tu respires, tu dors? Qu'est-ce que tu fais? J'ai tendance à couper le téléphone, courir, enfin prendre l'air, vraiment prendre un moment où pas de réflexion. Et le fait de courir, souvent, ça te met Hmm. Tu ça- vas pas ruminer l'opération ouais, ou la réponse, tu vas couper je coupe et complètement. après Ouais. t'attends de voir ce que tu veux répondre justement.
Ouais, j'ai plus tendance avec ça. Puis en plus, avec les réseaux, les WhatsApp, les choses, on a beaucoup d'informations tout le temps. Et je pense qu'il faut quand même couper par moment un petit peu, ne serait-ce qu'une journée. Enfin, après, ça dépend aussi la décision que tu dois prendre et à quel moment. C'est une forme de méditation, hein. Mais ouais, malgré tout, je pense que tout le monde devrait le faire, couper. Et c'est là qu'on prend du coup des bonnes décisions, je pense, ou du moins des décisions qu'on a pleinement conscience et qu'on a pris avec force et conviction. Donc, Alors, on va faire un petit parallèle avec le cours d'avant. On parlait aussi des moteurs notamment. Tu arrives à repérer tes biens mentaux aujourd'hui. On va dire que tu sais le faire, même si c'est pas facile tous les jours. Est-ce que tu te rends compte quand tu veux sauver un projet par orgueil ou quand tu te précipites pour pas rater une opportunité? Parce que là, tu parlais de temps tout à l'heure, il faut réfléchir, il faut prendre son temps, il faut pas répondre dans le stress, il faut pas répondre sous émotion. Mais on sait très bien que si tu as une super opération qui se présente à toi, tu vas peut-être pas attendre 3 jours pour donner ta réponse. Donc, est-ce que tu arrives aujourd'hui, indépendamment des émotions, à te dire, bah là, j'agis par orgueil, là, j'agis parce que j'ai pas envie que l'opération me passe sous le nez. Et on va dire que tu vas répondre vite, mais en conscience. Tu vas savoir que tu réponds mhm. vite, tu vas savoir que c'est pas forcément la bonne réponse, on va dire, rationnelle, conscientisée, réfléchie. T'as pas eu le temps de courir, en fait, mais tu sais que tu fais ça parce que tu as un autre moteur qui te pousse. Est-ce que tu arrives à définir tout ça? Alors, en tout cas, à le voir quand tu le fais. Si je commence à le voir, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le paramètre il y a l'émotionnel, t'es à fond, tu stresses, tu vas donner une réponse, Mm. mais tu mets ça dans un tableau financier et lui être rationnel. Mm. Tac, il va te dire à la fin, c'est temps, ça fonctionne, ok, je fais l'offre, on y va, j'ai enlevé toutes les émotions qu'il y avait derrière, j'ai donné une réponse et en avant. Après, il y en a d'autres, ce qui se passe aussi, c'est par exemple, j'ai des projets où tu fais les PC, tu fais tous les chiffres, hein, ça t'a mis 1 an à faire tout un projet, et puis là, tu dois renégocier, parce que le marché a été difficile aussi là, les gens renégocient, ils acceptent un certain prix, tu sais que malgré tout, ton tableau financier, tu es quand même moins sur ta marge, tu respectes plus trop ce que tu avais prévu à la base, et tu dis, bah là, j'y vais quand même, parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé sur mon projet que je veux y aller. Ça passe malgré tout financièrement, en plus, tu dois prouver aux gens, parce que tu leur as expliqué tout ce que tu as fait, les PC, toutes ces choses-là, et là, tu dois aller au bout. Donc là, ton émotionnel est toujours présent parce que tu te dis, attends, j'ai fait tout ça, il faut que j'y aille. Et malgré tout, le tableau financier, il est un petit peu plus short. Donc, il y a un petit côté, des fois, marchand de biens, tu y vas, puis tu dis, bon, on verra bien aussi au trajet parce qu'il faut s'adapter sur l'ensemble. Si je reprends la première question et ta première réponse, c'est un peu ce que tu as fait, hein. C'est-à-dire, tu avais ton tableau financier, c'était hyper rationnel, tu t'es dit, bah voilà, moi, il faut que je vende temps pour gagner de temps. Au final, tu as vendu combien de mois? C'est presque à 75. 75 de mois. C'est ça. Bah voilà. Donc là, tu te dis, ok. Donc oui, les chiffres, oui, le rationnel, oui. Des fois, en pratique, c'est un peu plus dur de mettre en place tout ça, mais ça fait partie du jeu. Là, on est juste en train, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour juger les réponses de chacun. On est justement là pour dire que des fois, c'est pas toujours évident de savoir comment fonctionner, parce qu'il n'y a pas que des paramètres financiers qui rentrent en jeu, il y a aussi beaucoup d'émotionnel, et que l'émotionnel, c'est quand même très vaste, et qu'on ne sait pas toujours sur quoi ça porte. Aussi, je voulais te demander si aujourd'hui tu te sentais capable de dire non ou de différer une décision, parce que tu parlais de temps tout à l'heure. Tu dis que ça peut être important des fois de prendre un temps supplémentaire de réflexion. Est-ce que tu es aligné avec ça? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que tu arrives à dire non, là je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, je vous la donnerai demain, je vous la donnerai dans 24 heures. Et quand tu fais ça, et si tu fais ça surtout, est-ce que tu te sens plus libre, limite avec plus de pouvoir, parce que tu as un pouvoir décisionnel et un pouvoir de réponse, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, te fait peur? Non, je dirais que tu arrives de plus en plus à dire non sur des choses ou à prendre le temps de répondre. Après, c'est une histoire aussi financière parce que des fois, tu te dois de répondre tout de suite parce que tu es peut-être à court de quelque chose. Donc, tu donnes la réponse rapidement et tu y vas et tu dis oui finalement parce que c'est une histoire de momentum. Et là, tu as un moteur intérieur de Qui peur te de dit perdre. De peur de perdre et faut que j'y aille. Mais non, plus ça va et plus tu peux. Il faut dire non. Enfin, faut accepter de dire non sur certaines choses. Et des fois, il y a des projets qui, sur le papier, ont l'air magnifiques. Mais non, faut accepter que le non. Parce que pareil, notre petite voix interne nous dit non, ce projet, ouais, c'est pas mal, mais non. Écoute-la malgré tout parce que ce non, des fois, est important et t'ouvre d'autres portes aussi. Mais toi, tu arrives à dire non, du coup. C'est ça que je veux De retenir. plus en plus, ouais, Ouais. je pense que j'arrive à dire non, mais malgré tout, C'est quand même dur. c'est quand même pas si facile. Ouais. Et si tu devais transmettre un petit message à un marchand qui débute et qui se sent submergé par la pression ou par le doute, on sait que c'est quand même les émotions qui sont assez présentes dans le métier de marchand, qu'est-ce que tu dirais?
La réponse est assez simple, j'irais de venir à la Fédé, mais c'est quand même, il y a deux choses, je dirais, c'est le côté où prendre le temps, chose que moi j'ai trouvé, donc il faut trouver son moteur et ce qui fait qu'on prend le temps de répondre à des choses. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont discuter avec des gens. Et Il y en a peut-être qui aussi, vont faire de l'avion. il y en a qui vont faire de l'avion, effectivement. Et peut-être discuter. Il y a un côté aussi de la Fédé que j'ai vraiment apprécié, c'est que en fait, tu n'es pas tout seul avec tes petits problèmes, tout le monde a le même problème finalement, plus ou moins. Gestion du stress, gestion des problèmes liés à une opération de marchande. Et quand tu échanges avec des gens qui ont la même chose que toi, en fait, c'est même rassurant. Ça redescend, tu Ça- dis, je suis pas tout seul. ça C'est comme redescend. Doctissimo, hein. Quand tu as un problème C'est ça. d'une maladie, tu vas regarder, tu vas chercher, tout le monde a les mêmes soucis, et là tu vas dire, c'est bon, je suis plus seul. Et, Finalement, et là, c'est rassurant, tu fais partie d'une même équipe qui a le même problème. Et t'as déjà sauvé 60% de tes émotions. c'est exactement ça. Donc si je dois retenir quelque chose, tu dirais de s'entourer. Ouais. Et du coup d'apprendre à gérer son temps par De la suite. trouver son pourquoi et comment, moi Ouais. c'est courir, et de s'entourer et de discuter avec d'autres qui ont la même chose que ça. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à toi quand tu as débuté justement, par rapport à la gestion du stress en tant que marchand? Que marchand de biens, c'est quand même des projets qui sont longs. Enfin, on nous dit souvent, vous allez être millionnaire au bout de 2 mois ou ça va aller très vite. Non, marchand de biens, c'est quand même des projets sur long terme. Il faut accepter que ça va pas aller aussi vite qu'on ne le croit. Et qu'un projet n'est pas si simple, mais qu'en prenant le temps de le faire bien, on arrive à l'amener au bout. Et que du coup c'est normal d'être stressé. Et que finalement, c'est normal d'être stressé. Ouais. Et merci pour ton témoignage. Ce que tu viens de partager, c'est précieux parce qu'il n'y a pas de honte à être déstabilisé. On parle du stress justement et il n'y a pas de honte à être stressé. Ce qui compte, c'est la conscience que l'on met sur nos choix. La maturité dans ce métier, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est surtout de savoir s'arrêter, regarder en soi et décider à partir d'un espace de clarté surtout. Merci pour ta parole, elle aidera, j'en suis sûre, beaucoup de marchands à faire un pas de plus vers leur propre stabilité et surtout peut-être à faire une pause. Merci Erwan. Merci Emeline.